et bienvenue dans Volte-Face pour ce deuxième épisode sur Korach. Imaginez, votre père distribue les parts d'un magnifique gâteau entre vous et vos frères. Vous recevez une belle part, mais deux de vos frères aînés reçoivent une plus belle part encore, avec de la chantilly, du chocolat et une boule de glace. Votre père sert cette part en leur précisant bien « car vous portez mon nom et je vous ai choisi ». Qu'allez-vous rétorquer? Allez-vous voir votre père et lui montrer qu'il y a injustice? Non, à la place vous allez voir vos frères privilégiés et vous leur dites qu'ils n'avaient pas plus de droits que vous et qu'ils ont eu trop de privilèges. Cette réaction est décalée, elle ne vient pas adresser directement le problème. Et pourtant, c'est ce que Korach a fait, lui considéré comme un sage originellement. Comment expliquer cette étrangeté? Korach a créé ce qu'on appelle communément une marloquette, une disputation, une discussion ou une division selon la traduction littérale du mot. A priori, nous ne percevons pas la gravité tellement réputée de la faute. Nous cherchons à élucider le mystère. Pourquoi Korach a mérité d'être englouti vivant 6 pieds sous terre? Nous avons vu que sa question pourrait être légitime d'un certain point de vue. Même s'il n'est pas cohérent dans son argumentation, nous ne pouvons pas être punis d'avoir tort. Pourquoi sa question était-elle donc si dangereuse à poser et lui a été fatale? Et si nous dépassions ce que nous croyons savoir et que nous revenions au début du fil de l'histoire? Korach a rassemblé une foule, s'adresse à Moshe. Où se situe sa faute? Je suis aujourd'hui accompagnée de Avigail et de Bella, qui vont toutes les deux nous présenter deux points de vue qui s'opposent. Épisode 2. Korach, divisé au nom de la vérité. Alors est-elle, d'après la lecture du Pshat, sa faute me paraît être dans son intention et dans sa façon de procéder. Il ne cherche pas du tout une réponse à sa question. Comme l'atteste la réponse de Moshe à la revendication de Korach au chapitre 16 du verset 8 à 10. Il dit « Vous, les enfants de Lévi, vous en avez pas assez que Dieu vous a séparés du reste de l'assemblée d'Israël? Vaïkarev otravet kol achecha ben Lévi itach. Dieu il vous a approché, toi et tous tes frères, les fils de Lévi, avec toi. Et là, maintenant encore, vous demandez la prêtrise. » On le voit donc clairement. Moshe leur dit « Vous avez assez de privilèges, et en plus, vous en voulez plus. » Il se entend même que Korah se cache derrière la cause du peuple pour finalement revendiquer que la prêtrise pour les Lévites. Moi, je ne suis pas d'accord avec Gaïl. Je pense que Korah a le droit de questionner l'attribution d'un rôle à Aaron, parce que tout simplement, il n'a pas d'informations. En effet, Aaron a été nommé sans aucune autre forme de procès. On voit bien dans le Pasuk He 5, Moshe parle du Kadosh, il parle du choisi. Asher Ifrar Bo. Donc, ne peut-on pas imaginer que Korach, n'ayant pas de preuves tangibles que l'élection de Aaron soit légitime, demande des explications. De plus, les Lévim ont eu un privilège, car ils n'ont pas participé au Vaudor. Mais ça, c'est tous les Lévim. Qu'est-ce qu'Aaron a fait pour être Kohen Gadol, à part être le frère de Moshe? On peut demander ça de manière un peu cynique. Est-ce mal pour Korach de poser des questions, surtout lorsqu'on est sincère? De plus, on pourrait argumenter que Korach n'a pas l'intérêt, son intérêt propre, ou l'intérêt de sa famille, ou l'intérêt des Lévim, il a l'intérêt des bénis Israël à cœur. En effet, il est dit dans le Pasuk, Lama tinseu al keal Hashem. Pourquoi vous vous mettez comme chef, vous vous mettez au-dessus du keal Hashem? On ne dit pas vous vous mettez au-dessus des Lévim, vous vous mettez au-dessus de ma famille, non, vous vous mettez au-dessus des bénis Israël. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à cela? N'est-ce pas justement la raison pour laquelle Moshe a été choisi par Hashem? Parce que Moshe avait à cœur l'intérêt des bénis Israël. Et bien c'est exactement ce que fait Korach. Korach ne veut pas s'élever au-dessus de tous. Il ne demande pas à être le chef. Il est juste le porte-parole d'un peuple qui n'a pas l'habilité, cette habilité que lui a, à s'exprimer. En effet, Korach est de la famille de Moshe, ils descendent tous les deux de Kehat. C'est un homme qui est important, c'est un homme qui est très intelligent. Dans Bamidbar Rabba, il est dit Amrou Chachamim, les sages ont dit Chacham Gadol Ayakoar. Korach était un homme très sage. J'aimerais juste ajouter que dans la paracha d'avant, et je pense que ce n'est pas une coïncidence, dans la paracha d'avant, dans le Pasuk 40, le Pasuk même, Hachem dit au Bnei Israël, Veitem Kedoshim, et vous serez Kadosh. Si vous respectez mes mitzvot, vous serez Kadosh. Donc, je pense que ce n'est pas une coïncidence, et je pense que Korach prend cela aussi comme appui
pour avancer son argument et sa thèse. De plus, Rachi précise dans un autre endroit que Korach, lorsqu'il dit qu'ils sont tous Kadosh, il se référait au fait que tous les Israël ont entendu Hachem au Har Sinaï. Tous ont été éligibles à entendre la parole divine. Donc, ils sont tous Kadosh. Et donc, ça appuie le fait que Korach ne veut pas une oligarchie. Il ne veut pas non plus une dictature. Il serait le seul à régner. Non. Il veut que le peuple soit souverain. Car le peuple est Kadosh. Tout le monde, donc, peut être Kohen, s'auto-gouverner. Alors Bella, je ne suis pas vraiment d'accord. Pour moi, Korach n'est pas de bonne foi. Certes, il ne comprend pas pourquoi il y a un mérite chez Aaron qui fait qu'il soit prêtre. Mais s'il était vraiment de bonne foi et qu'il voulait la souveraineté du peuple, il aurait écouté la réponse de Moshe et il aurait essayé de la mettre en pratique. Moshe dit à Korach, Ish martato chamishim umatayim martot, ve'ata ve'Aaron ish martato. C'est-à-dire que les 250 hommes chacun doivent apporter des encens, ainsi que toi, Korach, et Aaron. Et on voit ensuite dans le verset 18, Veikru ish martato, que chaque homme a pris donc du coup la pelle avec son encens, et qu'ils se sont tenus devant le Ohel Moed, ou Moshe et Aaron, ainsi que Moshe et Aaron. Mais Korach, on ne le mentionne plus. Très bien. Donc, ces intentions ne sont pas très explicites. On ne peut se baser sur cet argument pour déterminer la gravité de la faute de Korach. Et puis peut-être que parfois, on veut faire du bien, et on finit par faire du mal, et parfois sans le savoir, on fait du bien, et on n'a pas cherché à faire du bien. Alors, quand est-ce qu'on est méritant? Est-ce que le mérite dépend des intentions qu'on avait? Pas forcément. Laissons donc cela de côté. Peut-être est-ce dans la façon d'agir que Korach commet une faute fatale, dans sa manière d'opérer. Le fait qu'il se cache comme un passager clandestin derrière une foule de gens importants, qu'il ait habillé son propos pour camoufler ses intérêts propres, peut-être la faute se situe-t-elle ici. En effet, Ethel, je pencherai vers cette opinion. Dans sa façon d'opérer, on voit bien qu'il n'est pas dans une recherche de vérité. Tout d'abord, il se sépare du Kaal. On dit, dans le verset 1, Vaikar Korach. Et comme le montre Onkelos lorsqu'il traduit le Vaikar, il le traduit avec le verbe Leit Paleg, qui veut dire que Korach s'est séparé du clan d'Israël dans une démarche de se séparer du peuple et finalement de diviser le peuple au sujet de la prêtrise. De plus, on voit plusieurs indices dans le Pshat que c'est un causeur de troubles. Il entraîne 250 hommes avec lui avant de s'adresser à Moshe. Pourquoi ne pas aller simplement poser la question à Moshe? Pourquoi a-t-il besoin d'une foule? C'est qu'il a autre chose dans la tête. Quant à Marloquet, elle est les Shem Shamaïm, quand c'est une vraie recherche de vérité, on n'a pas besoin d'ameuter tout ce monde-là pour faire poids à ta question. Deuxièmement, il se réunit contre Moshe et Aaron, avec les 250 hommes, puisqu'on dit, dans le verset 3, Vaïkalou al Moshe ve'al Aaron. Ils se sont rassemblés contre Moshe et Aaron. C'est une expression en hébreu qui veut dire que c'est dans un signe de protestation, mais pas de recherche de vérité, de marloquette qui a pour but de trouver une solution. Et finalement, comme on l'a déjà mentionné, Korach n'amène pas de martot, il n'amène pas son encens comme lui avait dit Moshe. Et au moment où tous les 250 hommes se tiennent avec leur martot, avec leur encens devant le Ohel Moed, devant la tente d'assignation, où est Korach? Mais Korach, il est, comme on le dit au verset 19, Vaya kel alehem Korach et kol haeda. Qu'est-ce qu'on dit sur Korach? C'est qu'il rassemble contre encore Moshe et Aaron, toute l'assemblée, il fait venir des gens pour justement protester contre Moshe et Aaron. Donc, si la méthode utilisée par Korach est en quelque sorte perverse et malhonnête, on ne peut pas dire qu'il cherche la vérité. Ça ne peut être l'Ishem Shamaïm. De plus, on voit dans le Midrash que le Midrash tente d'expliquer la smichout, c'est-à-dire pourquoi on a le sujet de Korach qui est juxtaposé juste avant avec le sujet des tzitzit. Et le Midrash raconte que Korach il est allé voir Moshe avec les 250 hommes et qu'il aurait dit à Moshe, Moshe, doit-on porter aux quatre coins de notre vêtement du téchelet, de l'azur, du téchelet, si tout notre vêtement est déjà fait d'azur? Et bien sûr, Moshe qui lui répond, oui, tu dois porter aux quatre coins du téchelet, de l'azur. Et à ce moment-là, on dit dans le Midrash que Korach, il a ri de Moshe.
Donc pour montrer qu'il était là pour justement rire de Moshe et ne pas essayer justement de comprendre la réponse de Moshe. Donc de là, on comprend pourquoi le Midrash, il raconte ce fait-là. Très bien. Nous avons découvert ici que la faute de Korach n'a alors pas grand-chose à voir avec ses intentions, puisque celle-ci reste obscure, ou avec la justesse de l'argumentation même. Korach camoufle en fait ses intentions, derrière une foule en colère et des propos un petit peu détournés. Faire croire que sa marloquette est l'Echem Shamaïm, c'est là sa faute. C'est agir de manière déguisée et rusée. Un homme qui utilise toutes ses cartes de légitimité pour tromper son monde et poursuivre son intérêt propre, et entraîne la mort des autres à sa place. Pensez-y. Si Korach avait l'intérêt collectif comme réelle motivation, il proposerait, seul, des réformes ou ferait preuve d'initiative pour montrer qu'il souhaite contribuer plus au peuple et à l'intérêt collectif. Mais non, Korach laisse les 250 hommes qu'il a entraînés avec lui se mettre en danger et se contente de critiquer sans but autre les rôles des Kohanim et leur côté sûrement arbitraire. Peut-être est-ce envers Hachem qu'il a des revendications. Dans ce cas, il ne devrait pas s'en prendre à ses cousins, s'il croit réellement que tout a été donné de manière divine et immuable. Comme pour le gâteau du début, rappelez-vous. Si le partage de votre père vous semble injuste, allez le voir, échangez pour le bien de votre prochain goûter, mais n'allez pas vous en prendre à ceux qui ont suivi les directives supérieures. Reste maintenant à élucider le mystère de la réponse de Moshe, qui ne semble pas du tout en être une.